nous donnerons le plaisir d'avoir une lecture en musique. Voilà, et ben voilà, je rappelle juste d'éteindre vos téléphones portables. Et puis je vous rappelle aussi que la bobine, elle vit que des dons, hein, en fait. Hein. Bon, il y a le bar évidemment, et puis il y a un petit tonneau là-bas où on peut mettre des aumônes pour les frais du lieu et de l'outil, voilà, qu'on met à disposition. Bonsoir. Tout d'abord, merci à la bobine de nous accueillir. Nous sommes ravis d'être là et nous sommes ravis aussi de vous voir venir pour cette soirée. Voilà, donc, et comme le disait Benoît, le festival Palestine en vue se poursuit en plein milieu. Après 2 films mercredi et jeudi, on a 2 films demain. Donc à 17h30, sur certains programmes c'est marqué 17h, mais comme le navire a affiché 17h30, on commencera le film à 17h30, mais vous pouvez arriver à 17h parce qu'on aura nos tables de bouquins, de presse, de documentation, Louis d'Olive qui est là aussi, et donc on peut aussi bien sûr continuer à échanger avant de 17h si vous le souhaitez. Donc demain donc, il y a 2 films. Il y a un premier film qui est Fidai Film de Kamal Al-Jafari, un réalisateur palestinien, mais qui est né dans les territoires israéliens. Ensuite, on a un buffet prévu pour se restaurer. Et après, à 20h30, il y a un deuxième film, qui est un film de fiction, une fiction de Rachid Macharaoui, qui est un grand réalisateur palestinien, qui a déjà de nombreux films à son actif, et qui est le personnage qui a aussi coordonné le film From Ground Zero qu'on a vu au navire jeudi soir. Tout ça se fait en partenariat avec le collectif Solidarité Palestine de l'Ardèche méridionale, qui est un collectif composé de structures associatives, structures humanitaires, structures politiques, structures syndicales et aussi d'individus non encartés, mais qui sont solidaires de la cause palestinienne. Et donc ce collectif s'était constitué autour de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, dont le but effectivement est de promouvoir la solidarité avec le peuple palestinien. On travaille aussi avec il y a le MRAP qui est très présent, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et puis une structure dont je suis un des responsables, qui s'appelle Culture de Palestine, qui est une structure qui, comme de plus en plus de nombreuses personnes et de structures en France et ailleurs dans le monde, essaye de promouvoir, de défendre et la culture palestinienne. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler ce soir, de la culture palestinienne. Donc je crois que j'ai fait le tour des intervenants. Bon, il y a le cinéma de la Vire aussi, qu'on remercie de nous accueillir, comme la bobine ce soir. Voilà, on va pouvoir démarrer. Alors je vous présente Hélène, qui est lectrice de poèmes. J'aime beaucoup sa voix et comment elle lit les poèmes. Et donc on s'est associés tous les deux ce soir pour cette présentation. Bonsoir. Wa alaykoum salam. Ne vous étonnez jamais de voir une rose se relever au milieu des ruines. C'est ainsi que nous avons survécu. C'est un poème très court de Mossab Aboutoa, un poète palestinien dont on a des livres là-bas avec tous ces gens dont je vais parler. Et il y a une édition qui est sortie en France. On peut déjà se féliciter et féliciter les éditeurs qui maintenant traduisent et font traduire et éditent des bouquins d'auteurs palestiniens, poètes, romanciers, essayistes, etc., etc. Donc cette rose qui renaît, qui
qui se relève. C'est un petit peu la caractéristique du peuple palestinien, d'être toujours debout, quoi qu'il arrive. Et avec Philippe, on parlait tout à l'heure, et on se disait, ils les auront pas, ils les auront pas, ils les auront pas. Ils seront toujours debout, ils sont toujours debout. Et pour vous présenter la culture palestinienne, alors je ne vais pas vous faire un grand exposé universitaire, hein, je vais partir de quelques personnages que je connais un peu et qui me semblent représentatifs de ce qu'est la vigueur culturelle, le foisonnement culturel palestinien. Comme dans tous les pays du monde, il y a une culture, il y a une mémoire, une archéologie, il y a une accumulation de mémoire, effectivement, qui existe et qui est mise en valeur, et qui, pour les Palestiniens, ce qui est remarquable aussi, c'est une mise à jour, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts au monde entier et ils s'accaparent toutes les formes de culture, d'expression, et donc ils sont sur la scène internationale aussi. Je vais parler de quelques créateurs, créatrices, beaucoup de femmes, qui sont pour moi remarquables et représentatifs. D'abord, je vais parler des sœurs Jassir, Anne-Marie et Émilie Jassir. Anne-Marie, donc, est une réalisatrice, aussi productrice, monteuse, enseignante du cinéma, qui a fait plusieurs films que nous avons passés dans nos précédentes éditions, comme Le Wajib ou La demande en mariage, où elle avait aussi fait Le sel de la mer. Et c'est une famille, la famille Jassir de Bethléem. Et donc, Cisjordanie, territoire occupé, Cisjordanie. Et donc, sa sœur Émilie, elle est une plasticienne, artiste plasticienne contemporaine, inscrite dans les mouvements contemporains, disons, très radicaux, quoi. Et elle fait aussi un petit peu de cinéma, parce que beaucoup de Palestiniens créateurs se contentent jamais d'un art. Ils ont souvent plusieurs cordes à leur arc, et ils sont présents sur la scène avec parfois plusieurs moyens d'expression. Par exemple, Anne-Marie Jassir, dont je parlais au début, elle est aussi poète. Et on va d'ailleurs entendre un petit poème de Anne-Marie. Nous sommes vivants ce matin, et nous sommes toujours là. Nous avons beaucoup pleuré, toute la nuit, pour ceux qui se lamentent et pour ceux qui ont été tués. Mais nous sommes certains que l'espoir est plus fort que le désespoir. Et chaque fois qu'une bougie s'éteint, nous la rallumons. Chaque fois qu'elle peut, Anne-Marie Jassir essaie de promouvoir aussi la culture et surtout le cinéma, puisque c'est son domaine principal. Donc elle a fait ses études aux États-Unis. Elle a créé là-bas le premier festival de cinéma palestinien. Elle a enseigné aussi le cinéma. Et elle est en Palestine, entre les États-Unis et la Palestine. Et elle voyage entre les deux. Et elle est toujours très présente là-bas en Palestine pour aller enseigner l'image, le cinéma et promouvoir aussi les films de ses collègues sur place là-bas. Elle enseigne à l'université de Bethléem, à l'université de Berzit, à côté de Ramallah. Elle enseigne aussi dans les camps de réfugiés, avec des ateliers avec les jeunes, etc. Et ça, c'est une caractéristique très forte, c'est de transmettre, toujours transmettre, de toute façon, ce que rien ne s'éteigne jamais, et qu'il puisse toujours être là, comme on le disait avec Philippe tout à l'heure. Sa sœur, qui est plasticienne, fait aussi un petit peu de cinéma. Elle a fait un film qui se rapporte à sa famille, c'est-à-dire que sa famille avait une maison, une grande maison, sur la route du commerce à Bethléem, la route qui venait d'Orient et qui passait par là pour remonter après vers le nord. Et donc cette maison, elle a fait un film sur un petit peu cette tradition commerciale de sa famille. Et cette maison, elles ont hérité de leurs parents et elles l'ont
transformé en un centre culturel dans un quartier de Bethléem. Un centre culturel qui accueille à la fois des expositions, des conférences, des débats, des ateliers, des stages. Et la tradition dans cette famille, c'était aussi d'avoir conservé des archives de cette histoire commerciale, mais aussi des archives, disons, qui ont un intérêt sociologique, anthropologique important. Et donc, elles ouvrent ces archives aux chercheurs du monde entier qui veulent bien venir travailler et exercer leur recherche sur ces documents. Donc, vous voyez qu'elles essaient au maximum de mettre en valeur, de continuer. Et dans les jardins de cette maison, il y a aussi tout un volet d'agriculture, puisque c'est ce qui est très important là-bas, tradition agricole, de s'initier aussi une nouvelle technique d'agricole, comme on le fait partout en France et ailleurs dans le monde, quoi, et de s'essayer d'expérimenter d'autres formes de rapport à la terre. Le quartier de cette maison, c'est pour faire un petit tour d'horizon de tous les aspects culturels. Le quartier de cette maison, qui est un petit peu au nord, ce quartier est au nord-est de Bethléem, est un quartier important parce qu'il abrite le tombeau de Rachel, qui était une chasse gardée. Les Israéliens en ont fait un bunker, et donc le mur fait des contorsions autour du tombeau de Rachel, ce mur de séparation. On est là juste à la séparation entre la route qui vient de Jérusalem et l'entrée dans Bethléem. Et donc ce tombeau de Rachel est un bunker maintenant, parce que c'est leur tombeau, c'est leur Rachel, etc. Mais dans ce quartier, juste en face du mur, un certain Banksy a installé un hôtel, le Waldorf Hotel, en référence aux hôtels Waldorf, qui est un hôtel qui fait face à un mur, et qui dit que c'est l'hôtel du monde où il a la pire vue au monde. Et cet hôtel que Banksy a investi, qu'il a maintenant confié à ses amis palestiniens, donc c'est géré par des Palestiniens. Il renferme bien sûr des chambres qui vont depuis le dortoir jusqu'à la chambre de luxe un peu, mais aussi qui abrite des galeries d'exposition, des endroits pour une boutique, pour avoir acheté des choses. Et c'est le seul centre d'initiation aussi au tag et au graphe sur les murs. Il vous initie sans problème là-bas quand vous y allez. Il y a le mur en face, donc c'est pas un grand problème. Voilà, donc dans ce quartier, il y a aussi l'université de Bethléem, un peu plus au sud. L'université de Bethléem, qui est un département cinéma. Je vous disais tout à l'heure qu'Anne-Marie Jassir enseignait à l'université de Bethléem, donc dans le département Al-Kalima de l'université de Bethléem, dont certains jeunes cinéastes commencent à se faire connaître sur la scène internationale, à partir de courts-métrages, mais aussi maintenant de longs-métrages. Et puis ça abrite aussi l'Institut de recherche sur la biodiversité en Palestine, qui est à côté, et qui est en train d'installer à côté le musée national d'histoire naturelle de la Palestine, grâce à un médecin généticien, Bassim Khoumsieh, qui est un médecin qui s'est formé en Palestine, puis ensuite aux États-Unis, qui a commencé à exercer aux États-Unis, et comme beaucoup de Palestiniens, quand ça commence à marcher quelque part, ils ont très vite la nostalgie du pays, donc il est revenu au pays, et donc il s'est installé comme médecin, mais maintenant comme chercheur et directeur bénévole de l'Institut de recherche sur la biodiversité, et directeur bénévole il est aussi enseignant à l'université, et directeur bénévole du nouveau en train de naître Musée national d'histoire naturelle de la Palestine. Et c'est quelqu'un de très engagé qui nous envoie des newsletters de je ne sais pas combien de pages, avec des tas d'informations culturelles, etc., etc. Et donc c'est encore une tête, quelqu'un qui est à la pointe de la promotion et de la... Voilà, il arrive à nouer des partenariats avec beaucoup de pays anglo-saxons, parce que les Palestiniens, leur deuxième langue, c'est aussi l'anglais, ou l'américain.
Et donc, il a lié des liens avec beaucoup de pays anglo-saxons. Il fait venir des chercheurs, il va lui-même faire des tournées un peu partout dans le monde. Et donc, tout ça fait qu'on parle de la Palestine, et qu'il parle de la Palestine, et qu'il accueille les gens pour leur montrer la Palestine. Et il n'a rien à envier aux recherches qui se font un peu partout dans le monde. C'est à la pointe de la recherche scientifique dans le domaine de la biodiversité et la génétique aussi, parce que c'est vraiment un spécialiste de ça. Et puis de l'histoire naturelle qui comprend aussi un volet, puisque la biodiversité comprend l'homme et sa culture, qui comprend aussi tout ce qui est les pratiques agricoles anciennes et modernes. Voilà. Donc, collection d'outils, etc., etc. Dans ce quartier, vous voyez, il y a énormément de choses qui sont proches les unes des autres, et qui fait que quand on va là-bas à Bethléem, on ne s'ennuie pas, quoi, vraiment. Voilà. Je voulais parler maintenant d'autres endroits, de Jénine, là, qui est une ville au nord de la Cisjordanie, et puis d'une autre activité artistique qui est le théâtre, avec le Freedom Theater, le théâtre de la liberté de Jénine, qui est un théâtre qui a, lui par contre, du fil à retordre, parce que la ville de Jénine est régulièrement attaquée, agressée, détruite, en partie les quartiers entiers, par l'armée d'occupation israélienne. Et bien sûr, ce lieu théâtral qui se tient juste à côté du camp de réfugiés, c'est un camp de réfugiés qui est là, ce foyer théâtral est comme toujours au passage, quoi. Il avait été créé par Arna Mer-Hamis. Arna était une juive israélienne qui était mariée avec un Palestinien et qui n'avait rien à foutre de tout ce qui était entre l'antagonisme. Pour elle, c'était la culture avant tout. Et donc, elle a créé ce théâtre dans les années 90. Et elle a transmis à son fils, Giuliano Mer-Hamis, cette passion du théâtre. Et ce théâtre là-bas est très important parce qu'au départ, ça s'appelait le Théâtre des Pierres, avec l'histoire d'Intifada, les jets de pierre, etc. Théâtre des Pierres, et dont l'objectif était de faire en sorte que les enfants, les gamins, les ados puissent se retrouver avec une activité créatrice, ensemble, en collectif, pour échapper peut-être à la violence qu'ils subissaient, ou la violence qu'ils pouvaient exercer en retour, qui était en germe en eux. Et donc ce théâtre, avec ses animateurs, ses animatrices, est devenu une référence du théâtre mondial, une référence du théâtre mondial, actuellement, toujours, malgré ces agressions qu'il subit régulièrement. Et il continue à monter des pièces avec des tas d'activités très diversifiées, des actions spécifiques avec les femmes palestiniennes, toujours avec les ados, avec les enfants, et aussi avec les gens des camps des réfugiés. Et un des acteurs fétiches, qui était directeur artistique encore il n'y a pas longtemps, Ahmed Tomazi, fait des tournées dans le monde entier. Et il arrive à sortir quand il n'y a pas trop de restrictions, parce qu'il est connu depuis très longtemps, et il arrive à sortir et à faire des tournées. Il était encore, il n'y a pas longtemps, en France. On l'avait vu à Dieulefi, pas loin d'ici, l'an dernier, l'été dernier, et il tourne dans le monde entier comme ça. Voilà, donc c'est encore un exemple de cette volonté à la fois de créer, de transmettre aux générations futures, de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, et puis surtout de tourner dans le monde entier pour transmettre et promouvoir cette culture. Voilà, je vais vous parler d'autres opérations. À Gaza, on va parler de Gaza. Il y a aussi là-bas un foisonnement de créateurs,
beaucoup d'écrivains. Les Palestiniens sont des fous de la parole. La poésie, c'est ancré chez eux depuis longtemps. Tout le monde fait des poèmes, tout le monde écrit des poèmes. Et puis les grands poètes comme Mahmoud Darwish, tout le monde les connaît par cœur, tous leurs poèmes. Et quand Mahmoud Darwish se présentait pour dire ses poèmes sur une scène, c'était des milliers de personnes qui venaient les dire en même temps que lui. Et c'était une espèce de fête commune, collective, qui faisait que cette parole, cette voix, elle portait très loin, quoi. Et évidemment, Mahmoud Darwish est édité dans le monde entier. Mais donc à Gaza, il y a des poètes. On va parler tout à l'heure avec Philippe de Rifat Al-Harrir, dont un des poèmes a donné le titre au bouquin auquel on va s'intéresser tout à l'heure, qui est aussi sur la table là-bas. Et donc Rifat Al-Harrir, qui a été assassiné en tant que créateur et aussi professeur d'université, avait été à l'initiative avec plusieurs enseignants d'une initiative importante qui s'appelle « We are not numbers », nous ne sommes pas des numéros. C'est une initiative qui essayait de rassembler, de promouvoir les jeunes écrivains palestiniens de Gaza et d'essayer de faire en sorte qu'on diffuse leur écriture dans le monde entier, toujours. Et ils s'étaient associés avec des tuteurs, ils appelaient ça les tuteurs, qui étaient des écrivains reconnus, toujours anglo-saxons, c'est toujours un petit peu la filière privilégiée à cause de la langue, donc en Angleterre, aux États-Unis, ou dans d'autres pays du monde, qui correspondaient avec ces jeunes et auxquels ils soumettaient leurs réflexions, leurs critiques sur les... Voilà, donc il y a des échanges entre eux. Et ce site, puisqu'ils ont un site internet, We Are Not Numbers, moi j'y puise énormément de textes que j'essaie de traduire et de mettre sur le site de Culture de Palestine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un site français, dont je suis un des contributeurs, et on essaye de mettre le maximum de choses pour promouvoir toujours toutes ces initiatives qui sont faites en Palestine. À Gaza, on a aussi Ziad Medouk. Ziad Medouk, dont on vient de recevoir encore un message, Philippe me l'a transmis tout à l'heure. Ziad Medouk est un poète, professeur d'université au départ, mais aussi poète francophone cette fois, qui écrit ses textes en français directement et qui animait donc un département francophone de l'université de Gaza. Et il a beaucoup écrit, comme c'est francophone, il est édité en français, et il a eu de nombreux prix, des prix de la francophonie, des prix de poésie, etc. Et il a eu du mal, souvent, à pouvoir sortir de Gaza pour pouvoir recevoir ses prix. Et les exemples se multiplient, mais il n'est pas le seul, bien sûr, de créateurs et de créatrices palestiniennes et palestiniens qui ont du mal, sont empêchés de circuler, que ce soit entre Gaza, la Cisjordanie, entre la Palestine et Israël, entre la Palestine et le monde entier. Et les visas de sortie sont distribués de façon arbitraire, et voilà, ça c'est une première façon de les étouffer. Je vais développer ça un peu après. Ziad Medouk, il a tenu à rester à Gaza. Il aurait pu sortir. Le consulat français a organisé un petit peu autour des francophones des possibilités de prendre en charge les sorties de Gaza. Et il y en a quelques-uns qui sont sortis comme ça, j'en parlerai aussi un peu après. Mais Ziad Medouk a dit non, moi je suis de Gaza, je reste à Gaza. Et il nous envoie régulièrement des nouvelles, toujours avec un optimisme qui des fois nous surprend, parce qu'on se dit mais comment il peut rester aussi optimiste comme ça, quoi que ce soit. Le dernier mail que nous a envoyé, c'est un message de détresse qu'il nous envoie, en disant ça y est, cette fois, tout est parti. Nourriture, eau, le problème de l'eau est énorme, l'électricité, les médicaments, les soignants. Enfin, là, ce soir, c'est la détresse. Hein, et donc,
Mais il tient toujours là-bas, il est toujours là-bas, et il continue à animer, il anime des ateliers psychologiques pour les enfants en détresse, il anime des séances de réconfort, aussi avec des équipes là-bas, etc. Il continue, il continue, il continue. Je voulais vous parler aussi d'un personnage que j'ai trouvé sur Internet et dont j'ai traduit certains articles sur lui, sur le site Culture, qui est Basel Al-Makosi. Basel Al-Makosi, c'est un personnage que nous avons vu dans le film From Ground Zero, avant-hier soir. C'est lui qui dessine avec du fusain sur des feuilles et qui a fait ce film qui s'appelle Fragment, ce court-métrage s'appelle Fragment, et qui est donc un dessinateur, pareil, qui expose beaucoup à Gaza, en Palestine et puis dans le monde entier. Il y a des galeries au Moyen-Orient, etc., en Orient et ailleurs, qui exposent les artistes palestiniens. Et ce Basel El-Makosi avait créé avec un collectif d'artistes comme lui, jeunes artistes à l'époque, c'est dans les années 90, fin des années 90, un collectif qui s'appelait Shababek, qui était un collectif, pareil, toujours pour se réunir, travailler en collectif, et ils ont fini par promouvoir bien sûr l'art, transmettre, enseigner, échanger. Ils ont fini par créer une galerie qui s'appelle la Galerie Shababek, comme le nom de leur collectif, et qui était devenu un laboratoire à Gaza. À Gaza, c'est pas évident, parce qu'à Gaza, depuis quelque temps, c'est le Hamas qui est au pouvoir, qui n'est pas forcément très tolérant pour tout ce qui est culture, surtout la culture contemporaine. Mais bon, le peuple palestinien de Gaza étant tellement imprégné de sa culture et aussi de sa volonté d'agir dans ce domaine, que le Hamas finit par laisser passer et ne pas, après plusieurs tentatives qui se sont heurtées à des tollés généraux, il a fini par ne pas sévir plus que ça, quoi. Et ils ont gagné ça au moins. Et donc cette galerie était vraiment un centre d'expo, des ateliers, de résidences, de résidences avec bourse, enfin tout un système qui s'est mis en place, qui était aussi cette volonté de pouvoir continuer à créer, transmettre et promouvoir l'art, quoi. Et donc on a vu dans le film From Ground Zero Basel, qui est donc sous tente dans le sud de Gaza, parce que pour la 3e fois, sa maison avait été bombardée et qu'il avait dû fuir comme tout le monde, obligé par les forces d'occupation coloniale d'Israël d'aller dans les tentes aussi. La première chose qu'il a faite, il ne le dit pas dans son film, mais moi je le dis, parce que la première chose qu'il a faite quand il est arrivé sous tente, c'est que sa tente est devenue un atelier pour les enfants des camps de réfugiés, et qu'il accueille toujours pour transmettre et aussi se resserrer les coudes et promouvoir la formation artistique. Voilà donc des exemples de créateurs palestiniens, mais alors je pourrais citer, mais je pourrais citer des milliers de créateurs palestiniens. Je peux quand même parler des romanciers, des écrivains romanciers qui sont traduits en français, comme Karim Katan, on a les bouquins là-bas, qui vit en France en ce moment, comme Adana Shibli aussi, qui vivait en Allemagne, et dont les bouquins étaient traduits en France, qui sont, au niveau de l'écriture sensible, vraiment extraordinaire, enfin moi qui me touche énormément, et qui parlent vraiment de leur peuple, quoi. Et tous ces créateurs palestiniens qui vivent à l'étranger ou qui vivent là-bas sur place ont toujours un regard, une main tournée et des allers-retours avec le peuple palestinien. Quel que soit le réalisateur ou la réalisatrice palestinienne qui crée
en Suède, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou ailleurs, il y en a beaucoup. Leurs films, il y a toujours une boîte de production palestinienne dessus, et leurs films ont toujours leur objectif braqué sur la Palestine. Et c'est ça aussi qui est très fort, c'est d'arriver à créer tous ces liens au niveau international, et toujours avec la Palestine au centre, pour eux. Mais ils subissent tous, où qu'ils soient, l'agression et cette volonté d'effacement, de suppression d'une culture, d'un patrimoine, de la mémoire, parce qu'elle dérange, elle gêne. Quand les Israéliens ont commencé à s'installer en Palestine, ils disaient qu'il n'y avait personne là-bas. Vous connaissez le truc, hein, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc ça veut dire que s'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a pas de culture, pas de patrimoine, pas de mémoire. Donc il fallait absolument, le mot d'ordre c'est, il ne faut pas que ça surgisse tout ça. Par contre les Palestiniens, eux, ne sont pas laissés faire. Et comme je voulais raconter un peu rapidement là, mais peut-être trop longuement quand même pour ce soir, ils se sont employés à exister. Malgré les agressions perpétuelles et toutes les tentatives d'empêchement. Depuis 75 ans, tout est fait pour étouffer la voix et l'âme du peuple palestinien. Les pillages, l'exemple est important de l'agression israélienne au Liban jusqu'à Beyrouth, où le centre d'études et de recherche palestinien lié à l'Organisation de libération de la Palestine avait son siège en plein Beyrouth, au cœur de Beyrouth, et où l'armée israélienne est arrivée, a investi l'immeuble, a récupéré toutes les archives, tous les livres, tous les films, quelques films qui avaient été tournés, les photographies, les archives photographiques, a mis ça dans une kyrielle de camions et a emporté tout ça au siège du ministère de l'armée israélienne à Tel Aviv. Donc il y a cette volonté de confisquer, de piller, de confisquer la mémoire et la culture palestinienne. La mémoire et la culture palestinienne sont actuellement, encore et toujours, au siège du ministère des Armées de Tel Aviv. Et ces archives, ils ne se contentent pas de les retenir, ils les utilisent pour en faire de la propagande. Et c'est l'objet du film que nous verrons demain après-midi, qui est un film pour moi fondamental et important, qu'a fait Kamal Al-Jafari, qui vit en Allemagne. Et c'est avoir réussi à se réapproprier quelques-unes de ces archives cinématographiques. Il est plasticien, artiste plasticien et aussi cinéaste. Et il s'est réapproprié ces archives. Vous verrez demain, il a repris ces petits morceaux de bobine et il a refait son film à lui, complètement réapproprié ça dans son film. On en parlera plus longtemps demain à la séance de cinéma. Donc voilà, ça commence avec ça, mais ça a toujours été comme ça. Les agressions, les pillages, les incursions, comme au théâtre de la Liberté Jenin, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi dans les villes comme Ramallah, qui est un petit peu la capitale intellectuelle de la Palestine, au centre culturel Sakakani, où Mahmoud Darwish avait un bureau, son bureau, il était là, et il avait été aussi une fois complètement massacré, et Mahmoud Darwish avait dit quelques mots à propos de ça. Les Israéliens nous ont fait passer le message suivant. Personne ni rien n'est hors de leur portée, y compris notre vie culturelle. Je me suis sentie personnellement visée. Je sais qu'ils disposent de la force et peuvent envahir n'importe quel endroit et tuer n'importe qui. Mais ils ne peuvent pas détruire ou occuper mes mots. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ma poésie est le seul moyen que j'ai de leur résister.
Et donc ça continue, et de plus belle, toutes ces incursions, toutes ces agressions. Et à Gaza, ils sèment la mort, ils sèment la destruction. Les premiers immeubles visés ont été les immeubles culturels, les archives bombardées de Gaza, même les monuments historiques, la plus ancienne église grecque-orthodoxe de Gaza et mosquées sont passées sous les bombes, il n'y a pas de mosquées sont passées sous les bombes, et même les sites archéologiques qui sont par exemple en bordure de mer ou d'autres sites archéologiques sont passés sous les bombes. Il y a une volonté d'annihiler cette mémoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et les plus récents, les exemples sont multiples, les assassinats d'écrivains, d'artistes aussi. Leurs maisons sont ciblées, ils ne peuvent pas se tromper, ils savent que c'est lui qui habite là. Ils sont renseignés. Les dernières destructions qui ont été constatées, je parlais de Moussa Babotoa tout à l'heure qui disait ce premier mot avec la rose qui renaît. Il avait créé la médiathèque Édouard Saïd à Gaza. Une bibliothèque qui abritait de nombreux romans et livres de toutes sortes qu'il avait fait venir du monde entier par des complicités, des dons que lui avaient fait des universités et d'autres médiathèques et bibliothèques du monde entier. Il avait constitué comme ça une première bibliothèque. C'est devenu tellement énorme qu'il en avait constitué une deuxième. À Gaza, il y a 2 médiathèques et bibliothèque Édouard Saïd. Et là, il a appris, et il a écrit il y a quelques jours, que c'était sous les bombes et complètement rasé.